Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Noam et aujourd'hui on va parler du Kilimandjaro. Vous avez sûrement vu mon projet Mission K2 où j'ai 500 jours pour gravir le deuxième plus haut sommet du monde, ce sera en juillet 2027, save the date by the way. Mais avant de m'attaquer au K2, sachant que je commence de zéro, j'ai commencé par le Kilimandjaro qui est assez connu pour être un sommet facile. Vous allez voir que dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Dans cette vidéo, je vais vous partager tous les trucs à savoir, les astuces, les bidules, les mûches, tout ce qu'il vous faut pour partir au Kilimandjaro. Attention, trigger warning, cette vidéo n'a pas pour but de vous encourager à y aller, vous le verrez si vous voulez aller jeter un œil dans le documentaire qui se trouve juste ici. On a découvert la réalité de ce qui se cache derrière le Kilimandjaro, les déchets et tout ce qui se passe en fait autour de ces ascensions. Si vous voulez faire une ascension plus environmental friendly, comme on dit en anglais, je vous invite à contacter l'agence Local Moshi, qui est l'agence avec laquelle on est parti. On a fait des collectes de déchets, on a contribué à la collecte de données scientifiques sur la météo, etc. Hyper passionnant. Encore une fois, checkez le documentaire, vous serez pas déçus. C'est parti. Commençons par le visa. Il faut un visa dépendant de quel pays vous partez. Moi, je suis suisse, je suis parti depuis Genève. Il faut un visa. Et je crois que la France aussi. Vous avez deux manières de faire ce visa, avant de partir ou sur place. Le prix est le même, 50 $. Si c'est moins cher, si c'est plus cher, c'est un scam. Si vous le faites avant de partir, faites-le plusieurs semaines avant, en tout cas 2 à 3 semaines, puisqu'ils mettent du temps pour le délivrer. Perso, je l'ai fait avant de partir et je me suis retrouvé coincé à l'arrivée, à l'aéroport de Kilimandjaro, parce qu'il y avait une coupure d'électricité et qu'ils n'ont pas réussi à gérer mon visa. Non, c'est pas une blague. Donc si vous le faites sur place, ça va aussi, il y a une petite queue à faire, mais c'est rien de bien dramatique. Le temps que vos valises arrivent sur le tapis, c'est réglé et au moins vous n'avez pas de problème avec ça. Parce que moi j'ai dû attendre 2 heures le temps qu'ils appellent l'ambassade, etc. Blablabla. Chiant. Tout ça parce que je suis suisse et que je pensais bien faire en le faisant en ligne avant. C'est terminé tout ça. Pour votre sac, j'ai aussi fait toute une vidéo sur le matériel que j'ai pris avant, mais ici on va parler de ce que j'ai pris, ce que j'ai regretté de prendre et ce que je n'ai pas pris et que j'aurais dû prendre. Vous me suivez? Vous avez le droit à un sac. L'idéal c'est prendre un sac qui s'ouvre facilement, évidemment pas un sac à roulettes, un gros sac à dos type North Face, etc. Ce sac il va être porté par un porteur. Donc n'oubliez pas que tout ce que vous prenez en plus, c'est quelqu'un qui va le porter à votre place. Ça déjà moi c'est un truc qui m'a beaucoup touché de voir tous ces porteurs qui font un travail fantastique, qui portent le matériel, leur tente, les tentes pour manger, les toilettes, la nourriture. Pour vous dire, on était deux, moi et Charlotte qui m'a accompagné pour filmer ce documentaire. Il y avait 12 personnes dans le staff. C'est énorme, on va en parler après. Vous avez le droit entre 15 et 20 kilos. Personnellement, j'étais autour des 11 kilos pour mon sac. J'avais un autre sac à dos orange que je portais du coup tous les jours, qui est un peu le sac randonnée, alpinisme, tout ça, dans lequel j'avais à peu près 15 kilos avec l'eau, mon matos de la journée, etc., etc. Dans ce sac que vous allez donner au porteur et que vous allez retrouver tous les soirs sur les camps dans votre tente. Je vous recommande d'avoir un séparateur d'habits. Vous savez, ces petits zips où vous pouvez mettre des chaussettes, des trucs qui peuvent séparer un petit peu vos habits froids, chauds, pour dormir, pour aller marcher, quand il pleut, quand il neige. Enfin bref, de bien séparer votre matériel. Hyper important pour pouvoir un peu s'organiser. Je les avais commandés avant de partir. Ils sont arrivés le jour après. Yes, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Dans ce sac, apportez aussi des mini-sacs, des tote bags, pas de sacs plastiques. S'il vous plaît, c'est interdit d'ailleurs en Tanzanie. On va vous les enlever à l'aéroport. Et si c'est pas fait à l'aéroport, ce sera fait par le contrôle qui sera fait par votre guide avant d'arriver sur place, et si c'est pas fait par votre guide, ce sera fait par la sécurité avant de rentrer dans le parc. Donc pas de sac plastique les amis. Mais très important, prenez des petits tote bags, un sac que vous pouvez mettre un petit peu vos affaires quand vous allez pouvoir vous laver. Vous verrez, c'est un peu des lavages de fortune, toilette de chat avec une petite lavette, etc. Et c'est mieux de se laver dans la tente où vous allez manger, où vous pouvez tenir debout, que dans votre tente, et donc d'avoir un petit sac où vous pouvez mettre tout votre matériel au lieu de transporter votre gros sac qui peut faire jusqu'à 20 kg. Ça fait pas sens. Donc des tote bags, des sacs, pas en plastique. Dans ce sac, il y a évidemment toutes tes affaires. Tout ce que tu ne changes pas tous les jours, à prendre minimum à double. Je m'explique. 2 pulls polaires, 2 bas de pantalon, ces trucs un peu chauds que tu mets sous ton pantalon d'alpi, 2 bonnets, 2 tours de cou, 2 paires de gants, 2 lampes frontales, 2 slips. Non, je rigole. Bref, t'as compris. Pourquoi tout doubler? Parce que quand t'arrives le soir et qu'il a plu, dans notre cas il a plu tous les jours, t'arrives, t'es trempé et il y a rien de pire que le lendemain se réveiller, avoir froid et de remettre des habits humides. Donc pour sécuriser tout ça, tu doubles. Dernier tips dans ce sac, prends des lacets de rechange. Très utile si tes chaussures lâchent, on ne sait pas pourquoi mais ça peut arriver, ou si tu as besoin d'une ceinture de fortune dans laquelle tu peux faire un petit nœud et attacher ton pantalon, même s'il n'a pas de boucle. C'était mon cas et ça m'a sauvé la life. Tu me remercieras plus tard. Parlons d'argent. En Tanzanie, la monnaie, c'est le shilling tanzanien. Perso, j'en ai pas pris avant d'y aller, j'ai pris que des dollars. Et personnellement, on a tout payé en cash, que ce soit l'agence, vous pouvez aussi payer en avance, mais nous on a préféré payer en cash parce que le dollar est plutôt intéressant en ce moment. Et pour éviter les frais de change, on a changé une fois un montant en cash et on a payé tout en cash sur place. Par contre, si vous allez au supermarché, ils vont accepter les dollars, mais ils vont essayer de vous entuber. Cette
bonne foi, c'est de bonne guerre. Mais d'avoir quelques shillings tanzaniens, ça peut être utile. Je ne sais pas comment les changer, etc. mais ça peut être pratique si vous avez des petites courses avant ou après votre ascension du Kilimandjaro. Attention, si vous voulez payer par carte, c'est aussi possible, c'est assez limité et surtout privilégiez les visas. Charlotte a eu quelques problèmes avec sa Mastercard, on ne sait pas si c'est lié, mais pour être sûr, Visa. Ensuite, on vous recommande de préparer les tips pour toute l'équipe qui va vous accompagner de l'agence qui vous emmène jusqu'en haut du Kilimandjaro et qui vous ramène sain et sauf, on espère. Il faut prévoir des tips. L'agence va vous envoyer une feuille avec une recommandation de tips pour chaque jour. Pas besoin de les payer chaque jour, mais à la fin, vous avez un nombre de jours, vous décidez quelle tranche vous voulez donner par jour, vous faites le total par nombre de jours et vous avez le total par personne. Pour nous, ils étaient 12, donc chacun avait un rating différent, on a calculé. Personne a donné le maximum journalier plus un bonus. Et l'astuce que je vous donne, c'est de préparer ces tips en cash dans des enveloppes. Donc d'avoir le nom de chacun, avoir ces enveloppes fermées déjà prêtes que vous pouvez laisser à l'hôtel et donner quand vous revenez avec toute l'équipe une fois que vous avez fini le Kili pour votre nuit à l'hôtel avant de repartir le lendemain, ce qui était notre cas. Sur le Kili, il y a une limite de 200 $ cash par personne. Il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à vendre, donc c'est pas utile. Le seul moment où le cash peut être utile, c'est le dernier jour quand vous arrivez à la fin. Il y a un endroit où vous pouvez nettoyer vos chaussures, c'est des gens qui sont sur place et vous pouvez les payer entre 2 et 3 $. Donc pour être sûr, ayez peut-être 50 $ sur vous en petites coupures pour aussi payer le nettoyage de vos chaussures parce que s'il faisait aussi moche que quand nous on est allé, on est arrivé avec ça debout sur les shoes. Donc ça peut être sympa. Ensuite, parlons des dates. Nous on a choisi la route Machamé en 6 jours. Pas que ça a un rapport avec ce que je vais vous expliquer, mais comme ça vous le savez. On est parti mi-février, donc on vient tout juste de rentrer et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir le docu si vous l'avez pas encore fait après cette vidéo. Normalement la saison des pluies commence en mars. Vu comment on a un karma de chat noir, la saison des pluies a été légèrement avancée pour nous accueillir, évidemment. Il a plu tous les jours, une pluie torrentielle. Heureusement, on avait un poncho. Pas de poncho en plastique, hein, vraiment un vrai poncho un peu digne de ce nom, qui te couvre toi et ton sac et qui te permet de survivre la saison des pluies si elle arrive en avance. Les dates que l'agence recommande, parce qu'on a posé des questions une fois qu'on s'est fait avoir par la météo, ils recommandent juillet, août et septembre. Si j'étais vous, je prendrais juillet, août. Ce sera un climat sec, avec du beau temps, un minimum de pluie, j'espère pour vous, et surtout pas de neige au sommet, contrairement à ce qu'on a eu. Parlons maintenant de la tente. L'agence avec laquelle on est parti, qu'on vous recommande d'ailleurs, nous fournissait une tente. Je crois que c'est comme ça avec toutes les agences. Donc vous arrivez au camp, normalement votre tente est déjà installée parce que les porteurs sont tellement rapides qu'ils arrivent avant vous, enfin ils partent après vous, parce que quand vous partez, ils sont en train de ranger, ils vous dépassent pendant que vous montez et ensuite ils installent votre tente avant que vous arriviez. Dans cette tente, il y a un matelas. Perso, on avait une tente pour 2 personnes, il y avait 2 matelas. Le matelas est très bien, sauf que dépendant de la géographie de où votre tente est posée, on sent un petit peu des petits cailloux. Donc si vous êtes sensible, c'est pas très lourd, prenez un deuxième matelas que vous pouvez mettre en dessous qui peut créer un peu plus de confort. Prends ton coussin, ça pèse peut-être un petit peu, mais c'est vraiment un bon investissement. Bien dormir, c'est très important, surtout qu'au fur et à mesure vous allez monter en altitude, moins bien dormir, ça va être moins récupérateur, donc tout ce que vous pouvez mettre de votre côté, prenez un coussin pas trop lourd, c'est vraiment idéal pour récupérer après une bonne journée passée sous la pluie. Ensuite, sac de couchage, c'est à vous de le prendre. Attention, nous on est arrivé un peu comme des Suisses, on a fait les malins, ouais on a déjà été à moins 20 degrés, ressenti moins 40, Charlotte elle a dit je suis déjà allé en Laponie, blablabli, blablabla. Oubliez, ça n'a rien à voir. Dépendant d'où vous allez, ça peut être très humide et froid et donc très rapidement vous pouvez vous les cailler. Mon sac de couchage c'était un 0 degré, pour moi ça a très bien passé, j'ai dormi habillé et tout mais ça passe, mais peut-être un moins 10 est plus recommandé. Je vous recommande de prendre une lampe un peu en mode influenceur pour mettre dans la tente qui peut se charger assez facilement ou de prendre une 3e lampe frontale. Vous vous rappelez, je vous ai recommandé d'en prendre 2 pour le sommet notamment et une pour le camp, mais ça peut être bien d'en avoir une dans la tente qui reste allumée pour que vous puissiez voir quelque chose quand vous vous changez, vous allez dormir, ou si comme moi vous faites des sudoku avant d'aller dormir. Oui, sinon je peux pas dormir. Prévois un sac pour mettre tes chaussures à l'intérieur parce que personne veut recommencer la journée le lendemain avec des chaussures humides de la rosée du matin. Personne. Dans le même registre, tu mets tous tes sacs à l'intérieur sur le bas-côté, tu sais, là où c'est mouillé. Tes bâtons, tu peux les laisser dehors. D'ailleurs, tu peux même prendre un petit fil un petit peu solide que tu peux planter tes bâtons, mettre le fil et étendre un peu tes habits que tu veux voir sécher. Nous, quand on y était, il faisait tellement humide que ça servait à rien, mais ça pourrait être utile, je pense, l'été ou même quand tu as des journées ou des après-midi un peu plus libres où tu peux étendre tes affaires pendant un après-midi. Pour terminer, dans votre tente, toujours une bouteille d'eau. N'oubliez pas de vous hydrater, on dirait un daron. Hydratez-vous, sa grande daronne. Sa grande daronne, c'est aussi une expression que vous allez retrouver tout le long dans le documentaire si vous l'avez vu. Ma nouvelle expression favorite. Buvez sa grande daronne. Passons maintenant aux boissons. Warning, l'eau à l'hôtel n'est pas potable. Que ce
soit l'eau du robinet ou l'eau de la douche. Quand vous vous douchez, faites attention à ne pas avaler de l'eau. Ne rincez pas votre brosse à dents avec l'eau du robinet. Certains sont plus sensibles que d'autres, moi j'ai pas pris le risque. Entre toutes les dépenses qu'il y a pour aller jusque là-bas, ce serait quand même bête de se retrouver immobilisé à l'hôtel pendant une semaine à cause d'un petit mal de ventre qui te fait chier en spray quand même accessoirement. Donc prenez de l'eau malheureusement en bouteille. Sur toute l'ascension du Kili, on va vous fournir de l'eau, c'est l'eau du glacier qui est chauffée pour être un petit peu désinfectée et qui vous sera servie ensuite. Vu qu'ils chauffent l'eau pour la désinfecter, vous aurez souvent du thé. Ils vont vous donner des sachets de thé, mais si vous êtes un petit peu picky sur votre thé, n'hésitez pas à en prendre. Comptez minimum 2 sachets par personne par jour, matin et soir. Perso, on a pris les nôtres. Il n'y a rien de mieux que d'avoir un thé que tu connais le soir, le matin avant de partir, c'est vraiment canon. Là aussi, tu me remercieras plus tard. Pour les boissons de récupération, perso, c'est marrant, je l'ai juste à côté de moi, j'ai pris le BN After de BN Nutrition. Une boisson de récup ultra efficace qui, je vais être assez transparent, n'est pas extraordinaire au niveau du goût, mais extraordinaire au niveau des effets. Il faut savoir ce qu'on se veut dans la vie. Perso, je prends ça depuis tous mes défis et c'est ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis. Ça rime, on adore. N'oublie pas ton Camelback dans ton sac à dos dans lequel tu peux mettre 2 litres d'eau. Moi, j'avais pris ça comme capacité. Je le buvais à peu près sur tout le long de la journée. Et dès que tu arrives au camp, boisson d'effort, thé, boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau. Vraiment, c'est hyper important. Ça fait vraiment daron à nouveau de dire ça, mais ça fait toute la diff. Parlons maintenant de l'hôtel. Quand tu organises une ascension avec une agence, à nouveau, nous, on est passé avec l'agence Local Mochi Adventures qu'on vous recommande les yeux fermés. D'ailleurs, demandez Ali comme guide et Ezekiel comme assistant guide. Vous allez vivre la meilleure ascension de toute votre vie avec ce combo. Comment ça se passe? C'est toute l'agence qui organise. Tu arrives à l'aéroport, ils viennent te chercher, ils t'amènent à l'hôtel. À l'hôtel, vous allez checker vos bagages, etc. Vous allez passer une nuit là-bas et le lendemain matin, ils viennent vous chercher vers 8h du mat et tout et ils vous emmènent sur le gate. Vous allez manger aussi un petit truc, vous allez signer vos papiers. On va peser vos affaires, peser les sacs des porteurs pour être sûr que tout est bien respecté avant de pouvoir commencer l'ascension. Et donc à l'hôtel, on va vous inviter à laisser un sac. Donc personnellement, j'ai laissé toutes les affaires dont j'avais pas besoin, donc les affaires de ville, les trucs comme ça, les shampoings, les trucs que voilà, on va pas du tout utiliser sur le Kili parce qu'il n'y a pas de douche évidemment. Et perso, dans ma deuxième valise que j'ai laissée aussi à l'hôtel, j'ai pris plein d'affaires de sport, des chaussures de sport, des habits de sport pour donner aux enfants, aux porteurs, aux équipes finalement de l'agence sur place. Ils ont toujours besoin un peu de matériel aussi pour de la location, pour prêter aussi aux gens qui viennent. Enfin bref, c'est toujours important de faire ça. C'était du matériel de très bonne qualité qui n'était pas troué, déchiqueté. On n'amène pas des déchets en Afrique, hein. Je souligne bien ce cas-là. Et j'avais bien demandé à l'agence s'ils souhaitaient avoir ces affaires-là ou pas et ils pouvaient me dire oui ou non. Et donc on a amené avec Charlotte une valise chacun, plein d'habits, plein de chaussures qui j'espère feront des heureux et une deuxième vie là-bas. Donc n'oubliez pas de laisser toutes vos affaires là-bas. Vous pouvez laisser à nouveau les tips que vous aurez préparés dans des enveloppes si vous avez bien suivi cette vidéo. Et donc vous avez aussi un safe dans lequel vous pouvez laisser l'argent liquide, etc., etc. Vous signez sur ce que vous avez déposé. Vous avez un petit ticket comme vous déposez vos affaires au vestiaire finalement. Moi j'avais mon ordi, j'ai tout laissé dans le safe, c'était super safe. C'est safe, on adore. En parlant d'ordinateur, parlons d'électronique. Toujours cool d'avoir une montre connectée. C'est toujours intéressant pour voir votre sommeil, comment vous récupérez, les battements par minute aussi, le taux d'oxygénation. J'avais aussi un oxymètre avec moi qu'on met au bout du doigt comme ça, qui vont vous faire aussi des tests tous les soirs et tous les matins pour voir que vous êtes bien, pas en train de mourir quoi. Et pendant la montée, c'était hyper intéressant de pouvoir prendre un petit peu des données, bien que normalement il faut être assis, un petit peu tranquille, mais pour les gens qui aiment bien les chiffres, les numéros, les statistiques, c'est toujours cool. N'oubliez pas vos chargeurs, chargez votre montre, votre téléphone, des chargeurs portables. Perso, j'en ai pris un par jour et c'était vraiment juste. On a aussi pris des panneaux solaires qu'on pouvait mettre sur nos sacs et qui pouvaient charger les trucs pendant qu'on montait. Attention, c'est pas une batterie solaire, c'est pas un truc qui se charge et ensuite vous pouvez brancher vos trucs une fois que vous êtes arrivé ou quand il pleut. Ça charge que quand il fait beau. Warning numéro 2, quand il fait gris, les UV passent. On n'est pas en Suisse, on n'est pas en France, on est en Afrique. Je me suis pris une brûlure du 2e degré, j'ai eu tout le visage qui a pelé, mon nez qui a saigné, enfin l'enfer. Faites attention, j'ai mis de la crème solaire 2 fois par jour et ça ne suffisait pas. Donc vraiment, warning. Faites pas les fous. Toujours dans l'improbable, pas de drone en Tanzanie. Si vous voulez avoir un drone en Tanzanie, il faut avoir un permis. Ce permis, je crois qu'il est payant, il est pas donné, il est plusieurs milliers de dollars, je crois. Et normalement, pas de drone autorisé sur le parc naturel du Kilimandjaro. Si vous arrivez en Tanzanie avec un drone sans permis, vous pouvez vous le faire ramasser et ils vont pas vous le rendre. À vous de voir. Renseignez-vous sur ce point-là pour ceux qui aiment bien faire des plans et tout, mais en tout cas, normalement, c'est pas autorisé. Parlons de l'hygiène. Tout le monde m'a dit avant que j'y aille, tu verras, c'est hyper compliqué, t'es là, t'es sale, t'as juste des petites bassines d'eau pour te laver le soir et le matin. Perso, je l'ai super bien vécu. Peut-être c'est la pluie qui m'a aussi lavé au quotidien. Bref, on récapitule ce qu'il faut que vous preniez. Prenez des petites lingettes, en Suisse on appelle ça des lavettes, des gants de toilette quoi. Prenez-en 2 parce que ça vous permettra d'en avoir un pour le visage et un pour le corps. Vous pouvez en prendre de couleurs différentes d'ailleurs, ce sera même plus pratique pour les reconnaître. On va vous donner des bassines d'eau
d'eau chaude normalement matin et soir. Personnellement le matin je me sentais pas du tout sale, à part me rincer le visage rapidement. Perso, juste de quoi se laver le corps avec une lavette et tout, l'eau était noire. Donc, je vous recommande de le faire. Beaucoup de gens m'ont dit l'aspect hygiène et tout, c'est pas top. Franchement, je me suis pas du tout senti sale. Une petite lingette, un peu d'eau, vous vous lavez, une autre pour le visage, c'est réglé. Et ça fait partie de l'aventure, quoi. N'oubliez pas de prendre des mouchoirs, que ce soit dans votre tente, dans vos vestes, dans votre sac à dos. On sait jamais, il peut y avoir une petite quinte de tout, un petit nez qui coule ou une envie pressante au plein milieu de la montagne. Je ne commenterai pas cette phrase. Prenez des boules caisses. Pourquoi? Parce qu'à côté de vous, il y a plein d'autres gens qui font le Kilimandjaro, des gens qui sont en tente. Ils sont pas dans des chambres, en tout cas pas sur la route Machamé. Je crois qu'il y a une route où il y a des huttes. Bref, tout ça pour dire que vous allez entendre votre voisin comme s'il dormait à côté de vous. Donc il y a pas mal de ronfleurs dus à l'altitude, à la difficulté de respirer et tout. Boule caisse, ça sauve la vie. Surtout quand les gens se réveillent avant vous le matin et qu'une petite demi-heure de plus de sommeil, c'est pas de trop. Donc boule caisse. Dans la même veine, n'oubliez pas de prendre un masque. Je sais pas pourquoi je mime tout ce que je fais. Pour éviter d'avoir le soleil. Généralement, on est assez proche de l'équateur, donc c'est à peu près 12 heures de soleil, 12 heures de nuit. En tout cas, c'était notre cas. Le soleil se couchait vers 18h, se levait à 6h du matin. Mais à nouveau, il fait très vite jour et il fait très vite nuit. Donc, c'est toujours cool, dépendant de l'heure à laquelle vous vous réveillez, d'avoir quelque chose sur les yeux. Vous pouvez même mettre un bonnet pour dormir et le baisser un peu plus. C'est assez cool pour tenir votre tête au chaud. Mais d'avoir un petit truc sur les yeux, c'est un plus. Ensuite, toujours pour l'hygiène, dentifrice naturel, si possible même solide. Petite pastille que vous mettez, il n'y a même pas besoin d'eau. Vous prenez une petite pastille, vous frottez, vous pouvez cracher dehors et il n'y a pas trop d'impact sur la nature. C'est mieux, parce qu'évidemment, il n'y a pas de lavabo. Il y a des toilettes, les toilettes que votre équipe va transporter si vous partez avec une agence qui transporte ses propres toilettes. Sinon, c'est les toilettes communes. Croyez-moi, là, j'ai été une fois, pas deux. Si vous y allez, faites-moi une photo, vous allez vite comprendre. Prenez un labello. Perso, j'ai le labello Restore, le violet de la balle atomique. J'en mettais le soir, le matin en couche épaisse et tout. Parfait. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore un petit peu les lèvres gercées à cause du coup de soleil. Donc attention, le Restore n'a pas de SPF, mais la journée, vous pouvez mettre un labello aussi qui a du SPF. Mettez du 50 minimum, comme la crème solaire. Pour tout ce qui est skincare, blablabli, blablabla, oubliez. Prenez le minimum, une bonne crème hydratante parce que vous allez avoir la peau assez sèche. Prenez aussi de l'aloe vera. On en a pris dans un petit pot qu'on a killé avec Charlotte, tellement on a eu chaud avec le soleil et tout. Enfin bref, qui était à travers le nuage. À nouveau, on n'a pas vu le soleil presque pendant tout le séjour. C'est traître. Comme je vous avais dit, on va vous donner un bol d'eau chaude matin et soir. Perso, je l'utilisais plutôt le soir pour me débarbouiller de la journée. N'oubliez pas un petit tote bag où vous pouvez mettre vos affaires de rechange, votre sac à linge sale dans lequel vous allez mettre les habits dans lesquels vous êtes, votre trousse de toilette, enfin bref, tout ce que vous avez besoin et vous pouvez vous changer dans la tente où vous allez manger. Vous pouvez vous mettre debout, c'est beaucoup plus pratique que d'être comme ça dans une tente. Petite astuce, toujours dans l'hygiène, n'hésitez pas à prendre un petit journal que vous pouvez un peu chiffonner une page et mettre dans vos chaussures le soir. Si vous prenez la pluie, c'est toujours cool pour pouvoir sécher un petit peu vos chaussures avant de repartir à l'aventure et crapahuter le lendemain. Ça, c'est un petit peu moins sexy, mais de prendre des lingettes. Ces petites lingettes, généralement pour les bébés, il y en a aussi des biodégradables. Vous pouvez en trouver facilement. Très utile pour se débarbouiller le visage avant d'aller dormir. Si vous n'avez pas eu l'eau chaude pour une raison X ou Y. Vous lavez les mains avant manger, après avoir été aux toilettes. Vous lavez le visage avant de vous rincer avec un bol d'eau. C'est toujours cool d'enlever un petit peu le SPF et tout. Et surtout, s'il y a un accident de parcours au plein milieu de la nature, vous serez bien content d'avoir des petites lingettes. Une dans votre sac de jour, une à côté de vous dans la tente et une aux toilettes. C'est tout. Toujours dans le même acabit, n'oubliez pas le papier de toilette. Ils vont vous en fournir, mais vous savez, c'est le petit papier de toilette vraiment très très fin. Perso, on a pris un rouleau depuis ici, ça pèse rien, ça prend pas beaucoup de place. On a mis dans un petit ziploc qu'on mettait en fait dans les toilettes qui permettait aussi d'éviter qu'il y ait de l'eau qui tombe, l'humidité et tout, et qui était transporté avec les petites lingettes qu'on avait aussi avec par le pilote. C'est comme ça qu'on appelle celui qui transporte les toilettes, parce qu'évidemment, c'est pas hyper sexy, un toilette porteur. Ils les appellent les pilotes, je trouve ça très sympa. Et les toilettes, on appelle ça un hélicoptère. Me demandez pas pourquoi, mais au moins vous connaissez le jargon. Et comme mentionné précédemment, une petite corde à linge que vous pouvez mettre sur vos deux bâtons tendus dehors. Parfait pour les après-midi où vous arrivez tôt au camp et que vous pouvez faire sécher un peu vos affaires, mettre vos panneaux solaires et tout. Parce que souvent la tente, elle prend l'humidité le matin, il la range tout de suite et elle est toujours un peu humide. Donc pour étendre ses affaires, deux bâtons, le truc à linge et c'est parfait. Et aussi en tout cas dans notre tente, on avait des petits compartiments et ça peut être toujours cool d'avoir des petites pinces à linge, une petite dizaine de pinces à linge au cas où ça pèse rien et c'est toujours utile. Passons maintenant au sac de jour. Prenez un oxymètre avec vous. L'oxymètre, c'est le petit truc qu'on va vous mettre au bout du doigt. On va vous tester l'oxygène dans le sang le
le soir et le matin pour voir si vous êtes toujours dans les bonnes valeurs. Généralement, ils disent qu'il faut être en dessus de 70, 70 pour mes amis français. Moi, j'en avais un avec moi, toujours cool à avoir dans le sac pour tester ceux qui aiment les chiffres. Votre montre, évidemment, toujours avec vous, pas dans le sac, mais avec vous, sur vous. Crème solaire spécialisée pour la haute altitude. Perso, j'avais pris celle de Nivea. Regardez bien que le symbole UVA et UVB soit noté dessus et que les deux soient entourés. C'est très important. Remettez-en minimum 3 fois par jour. Je rigole pas. Une fois le matin, une fois à midi et une fois dans l'après-midi, dépendant de la météo, s'il pleut ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il fait pas beau, qu'on ne voit pas le soleil à travers les nuages, qu'il n'y a pas d'UV. On s'est fait piéger. Ma gueule ressemblait à ça. Personne ne veut ressembler à ça. Lunettes de soleil, très important. Moi, j'avais des catégories 3, mais c'est même mieux de prendre des catégories 4. Prenez-en 2. Si vous en cassez une paire ou vous en perdez une, c'est dead dans le game. Toujours doubler son matos pour être sûr au cas où il se passe quelque chose. Je vous l'avais dit, un poncho, si vous avez autant un karma de chat noir que nous et qu'il pleut, vous serez bien content. Un poncho que vous pouvez aussi mettre par-dessus votre sac, c'est très pratique. Et laissez-le peut-être pendre à l'extérieur. Petit truc que j'ai pas noté sur ma petite liste, des petits mousquetons qui vous permettent d'accrocher ce genre d'affaires au bord de votre sac, à côté de votre ceinture ou autre. Toujours pratique pour pas avoir besoin d'enlever son sac, ouvrir, chercher son poncho, remettre son sac, remettre son poncho, c'est chiant. Mettez-le juste à côté, surtout s'il y a un risque de pluie, c'est pratique. Camelback de 2 litres, vous avez compris, il faut boire. Prenez un labello solaire 50+, et un labello Restore que vous pouvez aussi avoir en double dans votre tente. Mais en avoir un sur vous, c'est toujours cool, surtout si vous êtes dans la forêt, à l'ombre, etc. de rajouter une couche en plus de USPF sur les lèvres pour pouvoir bien protéger vos lèvres. Elles vont prendre cher. Prenez des écouteurs dans les moments où la motivation quitte votre corps et que la météo vous tape sur le système. C'est toujours sympa d'avoir un petit peu de musique pour vous motiver dans les moments les plus compliqués. Je vous l'ai déjà mentionné, prenez des mouchoirs. En plus d'en avoir dans votre tente, prenez-en avec vous. Avec l'altitude, il y a les vaisseaux du nez qui peuvent sauter, avoir du sang dans le nez, ça fait des croûtes, donc c'est toujours mieux de pouvoir nettoyer ça et de pas... Voilà, vous avez compris. Un chargeur portable de petite taille au cas où votre téléphone ne tient pas la journée. C'était notre cas puisqu'on a filmé tout le documentaire avec les iPhones et donc toujours bien d'avoir un truc au cas où pour pouvoir continuer de prendre des photos et filmer parce que tout est magnifique. Ouvrez les yeux d'ailleurs, ne regardez pas que les chaussures et les cailloux. Je sais qu'on peut vite passer l'arme à gauche et tomber dans un ravin, mais prenez le temps de vous arrêter et de regarder la vue, c'est juste magique. Un bonnet, un tour de cou parce qu'on sait jamais à quelle sauce on va être mangé et des gants. Perso, j'avais 3 paires, une paire de mérinos toute fine, une paire de polaires et une paire vraiment gants de ski et tout pour le sommet, etc. Vous choisissez ce que vous voulez mettre dans votre sac de jour dépendant de la météo, mais c'est toujours bien d'avoir plusieurs paires de gants au cas où une est mouillée par la pluie ou vous êtes tombé ou j'en sais rien ou transpiré, de toujours avoir un backup. Parlons de ce que vous attendez tous, l'ascension finale. Comment ça se passe? Vous partez de 4700 mètres vers minuit et vous arrivez à 5895 mètres. Ça fait à peu près 1200 mètres de D+. Il y a une première montée qui va jusqu'à Stella Point. C'est le début du haut du volcan. Une fois que vous êtes arrivé là en haut, il y a encore 200 mètres de D+, presque 1 heure de marche pour arriver au vrai sommet, le point le plus haut, qui s'appelle Uru Peak. Vous le verrez dans le documentaire, j'ai bien souffert du mal aigu des montagnes, on va en parler juste après, mais ne pas prendre cette dernière montée à la légère, vraiment. Perso, quand on est parti, il neigeait déjà, il y avait à peu près 1 mètre de neige, donc chaque pas qu'on faisait, on glissait d'un demi-pas. C'est très difficile mentalement, le vent, la tempête, la neige, c'était vraiment apocalyptique, mais on a tenu bon. Prenez des très bonnes chaussures. À mon avis, les chaussures de trail ne suffisent plus à ce moment-là. C'est le seul moment d'ailleurs où j'ai changé mes chaussures de trail pour des vraies grosses chaussures de marche, et j'étais bien content d'avoir ces grosses chaussures qui crochaient un peu plus. Si vous avez de la neige, prévoyez des petits crampons, pas les crampons d'Alpi, glace et tout, des tout petits crampons qu'on met généralement pour marcher un petit peu tranquille dans la neige. C'est des tout petites chaînes plastiques là qu'on remet sur nos chaussures. Ça, c'est de la bombe. Ça vous évitera de glisser en arrière sur chaque pas. C'est clairement ce qui nous est arrivé. Parlons du matériel pour le sommet. Prenez un mérinos en dessous et mettez une grosse doudoune. Moi, j'avais une doudoune -27, ça a passé crème. Prenez dans votre sac une polaire au cas où tout d'un coup vous commencez à avoir froid, vous êtes mouillé, etc. C'est toujours cool de pouvoir rajouter une couche en dessous si jamais vous crevez de froid. N'oubliez pas que vous êtes en altitude. Vous allez marcher très doucement. Si vous marchez trop vite, vous allez vous essouffler et vous allez mettre 3 fois plus de temps à récupérer. Tout est dans la maîtrise et le contrôle. C'est pas une course. Le but, c'est d'arriver au sommet. On s'en tape en combien de temps? Je suis parti avec une paire de gants mérinos, ma paire de gants polaires dans mon sac avec les gants de ski au cas où. Et j'étais bien content parce que mes gants mérinos ont pris l'eau avec le vent, la pluie, la neige, tout ça. Et en deuxième partie de montée, j'ai mis mes gants polaires. Et pour la redescente où j'avais vraiment très froid, j'ai mis mes vrais gants d'alpi. Pour les tours de cou, n'oubliez pas de
prendre les 2 tours de cou que je vous ai recommandé de prendre. Parce qu'au bout d'un moment, il va être mouillé à cause de la neige et vous serez tout content de pouvoir en mettre un deuxième pour la descente ou pour la deuxième partie de la montée si vous avez la tempête pendant la montée. Pour les bâtons, bien que sur toute la durée du séjour, un bâton peut suffire, n'oubliez pas de prendre vos 2 bâtons et de les avoir avec vous pour la montée finale. C'est vraiment important. Surtout s'il y a de la neige, ça vous permettra vraiment d'avoir un appui et de pouvoir donner un petit peu d'énergie et de force avec vos bras, votre haut du corps plutôt que juste utiliser vos jambes. Perso, pendant la montée, il y avait moi, Charlotte, qui étions les 2 clients finalement. Et de l'agence, on avait un guide, un assistant guide et un summit porteur qui lui a de l'oxygène au cas où vous venez avoir des difficultés respiratoires. Ces anges gardiens avaient aussi pris des petits trucs à manger, du sucre en poudre au cas où vous faites des crises d'hypoglycémie, etc. C'est un truc qui m'est un petit peu arrivé. J'étais très content de prendre des poignées de sucre comme ça. Donc n'oubliez pas de prendre des petits snacks et tout. Vous risquez de perdre l'appétit. Moi, ça m'est pas du tout arrivé jusqu'au camp avant de partir à 4007. Certains ont une coupure d'appétit des 3000. Perso, c'était pas notre cas. Mais n'oubliez pas de manger suffisamment dès le début du séjour, mais surtout pendant cette montée qui, perso, a duré pour nous en tout cas 9 heures, je crois. Donc ça fait long, surtout avec la neige, la nuit, le manque de sommeil, etc. etc. Parlons du mal aigu des montagnes. Perso, je me suis fait tabasser par le mal aigu des montagnes. À partir de 4800 mètres, donc 100 mètres de D+, après le départ du camp de base qui est à 4007, j'ai commencé à avoir barre au front ici, étau derrière, serré de plus en plus à chaque fois qu'on avançait d'1 mètre. C'est comme s'il y avait une équipe de football américain qui me tapait dessus en continu pendant 9 heures, sous la neige, avec le manque de sommeil, le froid et tout ce qui va avec. Pur plaisir. C'était vraiment une expérience très très difficile pour moi. Il y a des gens beaucoup plus âgés que moi qui ont eu 0 difficulté. Charlotte a eu, je crois, très très peu de symptômes. Elle a commencé à avoir des maux de tête à 5003 jusqu'à 5009 à peu près, on va arrondir. C'est quand même beaucoup moins que moi qui ai commencé à avoir mal à 4008. Donc vraiment, allez-y doucement, pas à pas, on y va tranquille et préférez un nombre de jours pour l'ascension totale du Kilimandjaro qui est le plus élevé possible si vous n'avez pas d'expérience en montagne. Perso, j'avais jamais été plus haut que 4000 mètres. J'avais jamais eu de difficulté, forcément. J'ai fait de la chambre d'hypoxie aussi à Motion Lab pour m'entraîner à Lausanne en Suisse. Mais on n'est vraiment pas tous égaux quand il s'agit du mal aigu des montagnes. Il y a des très grands sportifs que j'ai vus baraquer, qui faisaient des courses, des marathons, des trucs, des malades mentaux du sport, qui se sont pris des gifles en pleine gueule et des mamies de 80 piges qui gambadaient dans la montagne comme si c'était leur métier. Personne n'est égaux et c'est ça aussi qui apporte une dimension assez spéciale sur cette dernière montée où vraiment chacun mène son propre combat contre soi-même et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé puisque généralement ce sommet c'est un des premiers qu'on fait pour s'habituer à l'altitude et voir l'effet que ça a sur nous. J'ai essayé de prendre du Diamox à la moitié de la montée, j'en avais pas pris avant, ça a pas fait grand chose. Je crois que le Diamox pour que ce soit efficace faut en prendre dès le début, donc dès que vous commencez le Kili le premier jour, matin et soir. Regardez avec votre médecin, c'est pas un conseil médical que je vous donne, mais le Diamox est connu pour potentiellement, je dis bien potentiellement, avoir des effets qui peuvent rendre le mal aigu des montagnes plus agréable. Sachant que le Diamox, selon mes recherches et l'expérience de quelques personnes avec qui j'ai parlé, peut aussi avoir des effets secondaires qui sont ceux du mal aigu des montagnes. Donc en gros, ce qui peut vous soigner peut aussi vous donner les maux que vous allez peut-être pas avoir. Vous me suivez? C'est assez contradictoire, c'est un peu la roulette russe. Bref, bien avoir avec soi, checker avec son médecin et tester en amont pour voir si vous supportez bien le Diamox. Dafalgan, Doliprane, antidouleur, si vous êtes quelqu'un de sensible, voilà tout ce qui est pharmacie, je vous laisse gérer, vous savez ce qui est bon pour vous. La ventoline, on a réussi à sauver une fille, une française, d'ailleurs si tu passes par là, j'espère que tout s'est bien passé. Elle et son copain voulaient faire le Kilimandjaro, son copain était assez mal et a même pas tenté la dernière ascension. C'est pour vous dire à quel point c'est pas facile. Elle a pris son courage à deux mains, elle est montée et au bout de quelques centaines de mètres, elle a commencé à sentir mal, à avoir des crises d'hyperventilation, je pense aussi un petit peu d'angoisse et on a pu la sauver avec le Ventolin qu'on avait pris. Donc on sait jamais, si c'est pas pour vous, c'est aussi peut-être pour sauver quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez normalement toutes les cartes en main avec toutes les infos, les trucs, les astuces pour pouvoir aller au Kilimandjaro et profiter un max de cette expérience. N'oubliez pas de contacter Local Mochi Adventures si vous souhaitez partir là-bas. Je vous les recommande vraiment les yeux fermés. C'est rare que je dise ça. Je n'ai rien eu à redire. L'organisation, comment les personnes nous ont traités, la nourriture. Bellissimo. Si vous voulez aller les yeux fermés, n'oubliez pas de demander Ali comme guide. J'espère qu'il sera dispo, vous le saluerez bien de ma part. Et Ezekiel qui était notre assistant guide. Toute l'équipe aussi sera listée dans cette vidéo et dispo dans le documentaire qu'on vient de publier. N'oubliez pas d'aller le voir. Rejoignez notre club si vous souhaitez soutenir cette aventure Mission K2 puisqu'il y a encore plein d'ascensions qui vont venir. Je pars de zéro. Ce sommet, c'était le premier de cette longue expédition. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Et sur ce, je vous dis à très vite. C'était Noam. Ciao.